Bonjour à tous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement vous rappeler l'objectif de cette vidéo maintenant que la plupart des élèves sont rentrés en classe. Donc que ce soit bien clair, hein, ce que je vais expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, tous ceux qui viennent en classe l'ont déjà entendu en classe et ont même entendu plus puisque j'ai pu davantage approfondir. Donc cette vidéo, elle est davantage produite pour les élèves qui ont décidé de ne pas revenir à l'école afin qu'ils puissent avoir une certaine continuité dans leurs apprentissages jusqu'aux vacances, c'est-à-dire jusqu'au 3 juillet. Donc voilà pour ce qui est dit. Donc aujourd'hui, moi j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la guerre dans le monde grec. D'accord. C'est pas forcément obligatoire dans le programme tel qu'il est présenté, mais c'est un sujet qui vous intéresse à vous aussi souvent. Donc je crois que c'est bien qu'on en discute un petit peu. Donc, premier élément important au sujet de la guerre dans le monde grec, c'est... Alors, attendez que ça marche. Hop. Voilà, ça y est. Les guerres médiques. Alors, les guerres médiques, c'est un conflit qui a grandement marqué la mémoire de la civilisation grecque. D'accord. Alors, pourquoi déjà, qu'est-ce que c'est que les guerres médiques? Les guerres médiques, en fait, ça vient de Mède. Vous voyez, médique, Mède. Les Mèdes, ce sont les Perses. Donc, l'Empire perse. Et vous voyez que cet Empire perse, qui est très, très étendu, d'accord, il est ici menaçant pour les cités-États grecs qui se sont installés sur le littoral de l'Asie mineure. On avait vu ça au tout début de la leçon. Vous savez, on a les Grecs, le monde grec, c'est la Grèce continentale et le littoral de l'Asie mineure. Mais vous voyez que là, l'Empire perse exerce une pression sur ces cités grecques du littoral de l'Asie mineure, qui vont donc se révolter contre cette domination et qui reçoivent le soutien d'Athènes. Et pour sanctionner ce soutien, les Perses décident de tenter une invasion du territoire athénien. Et cette invasion, elle se produit sur la plaine, donc ils arrivent avec des navires, ils débarquent leurs hommes sur la plaine de Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Et donc, ce qu'il y a de dangereux pour Athènes dans cette première guerre médique, hein, qui en fait se résume à cette bataille de Marathon, c'est que non seulement les Perses sont présents à Marathon, c'est à 40 km d'Athènes, hein, on est dans le territoire de la cité-État d'Athènes, mais en plus avec leurs navires, ils se présentent devant Athènes. Donc la décision est prise de sortir d'Athènes, les soldats athéniens sortent d'Athènes, pour aller directement affronter les soldats perses sur la plaine de Marathon. D'accord. Et alors, il faut évidemment qu'on parle de la puissance des armées grecques. Les armées grecques, dans l'Antiquité, sont extrêmement perfectionnées. D'abord parce que leur équipement militaire, il est parfaitement, il est parfaitement adapté au combat à pied. Vous voyez ici que c'est une représentation d'un hoplite, une gravure qu'on a retrouvée en France d'ailleurs. Mais enfin bref, j'ai pas le temps d'en parler. Vous voyez que l'équipement, il est absolument complet. On a des armes défensives, le bouclier, l'armure, la cuirasse, les jambières, le bouclier, gros bouclier, hein, bouclier qui doit protéger la moitié de corps gauche de l'hoplite qui le tient et la moitié de corps droite de son voisin. Donc vous voyez, ça montre bien cette valeur de solidarité qu'on retrouve fortement dans les armées grecques. Ça, c'est pour les armes défensives. Il y a aussi des armes offensives. Et dans ces armes offensives, il y en a deux. Il y a évidemment une épée, mais surtout, il y a une lance. Une lance qui porte assez mal son nom, hein, c'est une mauvaise traduction du grec, parce qu'en fait, les soldats grecs n'ont pas intérêt à perdre leur lance. Vous voyez là, c'est cette disposition qu'ils ont, c'est leur tactique militaire privilégiée, c'est ce qu'on appelle la phalange. La phalange, ce sont des soldats qui sont en rang serré, vous voyez, alors ça peut être de 12 à 16 rangs de profondeur, rarement plus, même si ça existait. Donc vous voyez, ça donne une très grosse puissance aux premières lignes qui sont très serrées. Et vous voyez qu'on a cette fameuse lance, dont j'aime pas beaucoup le nom, qui fait plus de 2 mètres, hein, ce qui permet donc à l'ennemi d'être maintenu à distance. En face, les Perses, alors c'est une armée absolument puissante, hein. Elle a conquis un empire, donc ça n'est pas rien. Et lorsqu'ils débarquent à Marathon, ils sont largement supérieurs en nombre par rapport aux Athéniens. Les sources donnent des chiffres complètement fantasmés, hein, donc on ne peut pas trop s'appuyer dessus, mais ce qu'on est sûr, les historiens s'accordent absolument pour dire que les soldats perses étaient largement supérieurs en nombre par rapport aux Athéniens.
Mais leur équipement est bien plus faible. D'abord parce qu'il est fait en osier. Vous reconnaîtrez que c'est une matière autrement moins bien protectrice que ce dont bénéficient les Grecs. Deuxième chose, c'est que c'est une armée d'un empire. C'est-à-dire que les hommes qui la composent sont des hommes qui viennent de parties de l'empire perse totalement différentes et qui donc ne parlent pas forcément la même langue ou les mêmes dialectes et qui donc dans une situation de pression qu'est un champ de bataille vont avoir du mal à se comprendre, ce qui est forcément gênant lors d'une bataille. D'accord? Donc la bataille de Marathon, c'est un succès considérable pour les armées grecques qui l'emportent très largement, d'accord, à tel point que les Perses décident directement de rentrer chez eux pour organiser une meilleure expédition qui reviendra en Grèce 10 ans plus tard, en 480 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est la deuxième guerre médique. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle de guerre médique au pluriel. Et même si cette expédition, elle est mieux préparée, voilà, ça a repris, pardon. Et donc, je vous disais, même si cette seconde expédition, elle est bien mieux préparée, bon, il n'en demeure pas moins que la supériorité militaire et tactique surtout des Grecs et des Athéniens en particulier va totalement s'exprimer. Il y a deux batailles très importantes à retenir de cette deuxième guerre médique. La première, c'est une bataille navale qui se déroule à Salamine, d'accord, qui est une île assez proche d'Athènes finalement, durant laquelle, même si les Athéniens sont encore une fois inférieurs en nombre, dans un rapport de au moins un navire athénien contre deux navires perses, ils l'emportent largement, même si c'était assez inattendu, grâce à une tactique et grâce surtout à la puissance et à la maniabilité de leurs navires qui sont largement supérieurs aux Perses, en tout cas dans certains contextes. Donc ils l'emportent et à Platée, c'est une bataille terrestre à laquelle d'autres cités grecques se joignent à Athènes, mais là encore, c'est une grande victoire grecque qui repousse pour toujours les Perses en dehors du territoire grec. Donc que faut-il retenir de ces guerres médiques au-delà d'une histoire purement militaire? Ce qu'il faut retenir, vous avez remarqué qu'Athènes est la cité-État qui est la plus active, la plus dynamique, qui tient un rôle leader dans la lutte contre l'envahisseur perse. Ça n'est pas un hasard. On peut se dire que les Athéniens, s'ils ont développé une telle énergie pour lutter contre cette invasion barbare, cette invasion étrangère, c'est que dans leur régime politique leur permet de participer au gouvernement de leur cité. Et donc ça développe leur patriotisme. Ils ont d'autant plus de raisons, de motivation de défendre leur terre parce qu'ils participent directement à leur gouvernement, alors que s'ils sont dominés par les Perses, évidemment, c'est un privilège qu'ils perdraient. D'accord? Donc, Athènes ressort fortement grandi, confirmé de ce conflit. Je n'ai pas le temps de parler de ce texte. Et son prestige est vraiment extrêmement grand, à tel point que l'on sait que dans les mois, dans les années qui suivent ces guerres médiques, ce sont des cités-États grecs par dizaines qui viennent d'elles-mêmes volontairement se présenter à Athènes pour lui demander de participer à une alliance. Et c'est la fameuse Ligue de Délos. La Ligue de Délos, elle consiste en quoi? C'est Athènes qui est à la tête d'un réseau de cités-États qui sont toutes alliées défensivement. C'est-à-dire que si l'une se fait attaquer, les autres doivent lui porter assistance. Athènes est à la tête de ce réseau-là. Elle assure donc la protection de ces cités-États sous conditions, évidemment. Ces conditions, ça peut être de l'argent, ça peut être des ressources, ça peut être des hommes, etc., etc. Et ce développement de la puissance, vous voyez, du rayonnement d'Athènes, il inquiète l'autre principale puissance du monde grec, qui est Sparte, et qui elle aussi a son réseau d'alliances. Son réseau d'alliances, c'est la Ligue du Péloponnèse, d'accord? Et vous vous doutez bien, quand on a deux puissances qui développent leur puissance, deux puissances qui développent leur puissance, c'est pas terrible, mais bon, vous avez compris l'idée, elles finissent par arriver en confrontation, d'accord? Et cette confrontation, c'est la fameuse guerre du Péloponnèse. Pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo Assassin's Creed Odyssey, c'est le thème de cet épisode, de ce jeu vidéo. Donc, bref, la guerre du Péloponnèse, tout ça pour vous dire que donc les cités grecques s'affrontent beaucoup entre elles, parce qu'elles sont dans des rivalités de puissance. Vous voyez? Et cette guerre qui a duré très longtemps
hein, elle a des caractéristiques particulières que je n'ai pas le temps de développer avec vous. Hein, on va la résumer par un très long siège d'Athènes par les armées spartiates. D'accord? Qu'Athènes supporte finalement assez facilement. Pourquoi? Parce qu'elle a un accès fortifié à son port qui lui permet donc de s'approvisionner auprès de toutes les cités de son alliance, hein, les cités auxquelles elle est alliée. D'accord? Alors, finalement, Sparte finit par l'emporter. Hein, Athènes subit un terrible épisode de peste. Voilà, mais au-delà de cette guerre, de cette rivalité de puissance, finalement, les deux cités en ressortent totalement affaiblies. D'accord? Athènes perd son régime politique, c'est-à-dire que Sparte lui impose de supprimer la démocratie et de passer sur un régime de nature oligarchique, c'est-à-dire que vous avez un petit nombre de personnes qui gouvernent l'ensemble de la cité. D'accord? Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce changement de régime politique ne dure qu'un an, quelques mois à peine. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les Athéniens sont trop attachés à leur démocratie et que donc très rapidement, dès 403 avant Jésus-Christ, hein, ils se révoltent et restaurent la démocratie. Voyez. Donc, encore une fois, ça nous montre à quel point, d'une part, les cités-États sont toutes attachées à leur indépendance et d'autre part, Athènes en particulier est particulièrement attachée à son régime politique, la démocratie. Dernier type de conflit dans le monde grec dont je voudrais vous parler. Il est lié à la Macédoine. La Macédoine qui est un territoire qui se situe au nord du monde grec. Vous le voyez ici. Et que l'on intègre traditionnellement au monde grec, mais que les Grecs, justement, rechignaient à considérer comme grecs parce qu'ils trouvaient que les Macédoniens parlaient un langage un petit peu grossier. Vous voyez, on ne comprenait pas trop ce qu'ils disaient. Donc, alors que les Macédoniens, eux, se considéraient comme des Grecs parce qu'ils parlaient le grec, ils avaient l'impression de parler le grec, on les comprenait hein, de toute façon, ils partageaient la religion grecque. Donc, bon, on est là dans un territoire, vous voyez, qui est un peu une sorte d'entre-deux. Et en fait, au IVe siècle avant Jésus-Christ, vous avez une dynastie de rois qui développe la puissance de ce royaume jusqu'à arriver à Philippe II de Macédoine, dont le projet ultime est de conquérir toute la Grèce pour enfin l'unir. Il veut l'unir évidemment sous son autorité. Et donc il se lance dans une conquête des cités grecques, et c'est une victoire, hein, notamment à la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ, donc il arrive à vaincre les cités grecques alliées. Il y avait notamment Athènes là-dedans, hein, ça ne vous surprendra pas. Ce qui est intéressant, c'est que Philippe II, il a compris combien les cités-États grecs étaient attachés à leur indépendance, étaient attachés à leurs caractéristiques particulières. Et donc, il en tient compte de ça. Donc, vous voyez, par exemple, à Athènes, il autorise le maintien de la démocratie. Il se garde quelques prérogatives de gouvernement pour lui, mais il laisse une autonomie certaine aux cités-États grecs. Seulement, il finit par être assassiné, d'accord? En public, en plus. Bon, bref. Et donc, c'est son fils, Alexandre le Grand, qui récupère le pouvoir dans la logique de la continuité dynastique. Il est jeune à cette époque-là. Donc, les cités-États grecs en profitent pour se révolter en espérant compter sur la faiblesse hypothétique d'un jeune roi. Bon, raté, hein, puisque Alexandre va mater cette révolte très sévèrement d'ailleurs. Mais son projet à Alexandre est bien plus grand que celui de son père, qui avait de toute façon déjà le projet d'aller conquérir la Perse. Et oui, Alexandre le Grand, lui, se lance directement, très rapidement, dans une conquête de l'Empire perse et au bout de 2 ans, en fait, après son règne. Hein, et donc, la carte, elle est là. Vous voyez que cette conquête va le mener aux frontières de ce qu'il pensait être le monde connu. Vous voyez, donc l'Égypte au sud, l'Indus à l'est. Hein, et finalement, tout au long de son parcours, il crée un grand nombre de cités, de villes, d'accord, qui souvent portent son nom. Ce sont les fameuses Alexandries. Celle d'Égypte, hein, évidemment, elle est très connue, mais on en voit jusqu'en Asie. Et il finit par mourir certainement malade hein, de maladie à cause d'une hygiène de vie qui est absolument déplorable, on l'aura compris. Mais là, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir d'Alexandre, rappelez-vous de ce que je vous avais dit de la colonisation. La colonisation grecque, elle avait donné à l'espace méditerranéen des critères communs.
Ben avec l'expédition d'Alexandre, c'est la même chose. Avec cet empire qu'il se crée et qui ne lui résiste pas d'ailleurs, hein, ben vous allez avoir la culture grecque qui va s'étendre, hein, jusqu'au cœur de l'Asie. Voilà, bon, j'ai pas le temps d'en dire plus, je suis coupé.